Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Propriété physique du sentiment de Kim Cho-hyuk, publié aux éditions Decrescenzo. Dans ce recueil de 7 nouvelles, nous allons partir pour des futurs ouverts sur l'espace et sa conquête. Nous commençons le voyage aux côtés de Daisy, une adolescente curieuse de son monde. Traditionnellement, sur sa planète, les jeunes partent pour la Terre originelle lors d'un pèlerinage d'1 an. Cette expérience est une sorte de rite de passage à l'âge adulte, comme chez certaines civilisations qui incitent ces jeunes à tuer un animal sauvage carnivore ou d'autres qui obligent les siens à marcher pieds nus sur des charbons ardents. Chaque enfant attend ce moment avec impatience et fébrilité, car personne ayant fait le voyage ne répond à leurs interrogations, augmentant ainsi leur niveau d'appréhension et d'envie. Daisy a aimé, comme les autres, participer aux préparatifs de retour des pèlerins en confectionnant des bouquets. Mais cette année, elle a été surtout touchée par le nombre de bouquets non distribués, synonyme de non-retour des pèlerins, et aussi et surtout par l'un d'eux pleurant toutes les larmes de son corps à l'écart des festivités. C'est à ce moment-là qu'elle s'est interrogée sur la vie, sur sa planète et surtout en dehors sur la terre du pèlerinage. À partir de là, elle a commencé à tourner autour de la bibliothèque secrète de leur planète. Un gardien invisible protège l'accès à cette source de savoir activement. Mais Daisy, qui est autorisée à s'occuper des plantes, se rapproche de son objectif et finit par oser interroger la végétation. Après une longue attente, elle s'est vue autorisée à entrer dans la bibliothèque secrète de l'arrière-cour de l'école. Devant ses yeux s'ouvraient dans une luminosité minimale et poussiéreuse des allées étroites qui séparent des rayonnages de livres interdits, tous plus petits et fins les uns que les autres. Elle avait 2 prénoms en tête, et elle commence à les rechercher sur les étagères. Lily et Olive, les créatrices de la nouvelle race humaine et de leur village. À force de recherche, elle tombe sur un petit livre concernant Olive. Quand elle l'eut ouvert, une image en l'air s'est dessinée. Le portrait d'Olive jeune avec la date du 2 octobre 2170. Une question s'est matérialisée, puis sur le fond, tout s'est mis à bouger, à changer, puis l'image et la voix d'Olive se sont mis en marche. Daisy est sur le point d'apprendre, plus sur leur village et leur existence à tous en quelques heures qu'en plus d'une décennie. Alors pour être sûre de ne rien perdre, elle confie toutes ses découvertes à Sophie par l'entremise d'une lettre. Daisy fera-t-elle des découvertes importantes lors de son pèlerinage ? En reviendra-t-elle, elle ? Là est toute la question de cette première nouvelle. Dans la seconde nouvelle, nous rencontrons Woo-Jin, chercheuse au Skylab. Elle est la 33e biologiste de ce laboratoire fondé dans le but de mener des études sur une éventuelle vie extraterrestre. Woo-Jin avait 35 ans quand elle a rejoint l'équipe, après des explorations qui avaient révélé l'existence de certaines substances organiques et de micro-organismes étrangers. Avec ses coéquipiers, elle a embarqué dans la sonde à la recherche de vie extraterrestre. Un accident imputé à une défaillance du propulseur à photons a fait dériver la navette hors des radars. Au bout de 10 jours après avoir fait naufrage sur une planète aux caractéristiques semblables à celles de la Terre, Woo-Jin s'est mise à explorer son nouvel environnement. Elle a fini par tomber nez à nez avec une forme de vie. Face à elle se tient des êtres bien plus grands que des hommes, avec un corps qui s'apparente néanmoins au leur, une peau grise, une silhouette courbée, dotée de 2 bras et se déplaçant sur 2 jambes, habillés de peau et équipés d'outils. Ces extraterrestres se déplacent en groupe. L'utilisation d'outils, l'existence d'un langage symbolique et l'interaction sociale prouvent à la scientifique qu'elle est, bel et bien, en présence d'une forme de vie intelligente. Alors pourquoi 40 ans après son naufrage, à son retour sur Terre, Woo-Jin a toujours refusé de dire où se situe cette planète, passant pour une folle aux yeux des siens. Dans la 3e histoire, nous rencontrons Ludmila Markov, une artiste. Depuis qu'elle est toute jeune, elle dessine une planète et ses paysages comme si elle s'en souvenait. Repérée par une multinationale, elle est allée dès ses 9 ans à l'Académie des Arts de Londres. Sa carrière a tout de suite explosé et a ému des milliers de gens. Cette image de son monde a hanté sa mémoire et s'est imposée à elle jusqu'à sa mort. Son œuvre, nommée faute de mieux Le monde de Ludmila, a tourné principalement autour de l'apatridie. Mais ce n'est qu'après sa mort que le véritable sens de ce sentiment trouvera ses origines. Là où ses contemporains pensaient que son enfance moscovite, stoppée par ses études d'art londoniennes, avait justifié ce manque de patrie, une chercheuse directrice du laboratoire d'interprétation de l'activité cérébrale de Séoul, Yeon Subin, est sur la voie quand la planète de Ludmila avait été réellement découverte.
Que vont révéler ces recherches? Le travail de Ludmilla est-il juste le fruit d'une imagination foisonnante ou les réminiscences d'un passé? Dans la quatrième aventure, nous rencontrons Anna, une scientifique à la retraite, qui recherche désespérément à rejoindre son mari et son fils sur la troisième planète du système Slamphonia. Elle a longtemps travaillé sur la cryogénisation pour faciliter les voyages spatiaux de longue distance, mais son travail l'a maintenue sur Terre trop longtemps alors que les siens se sont rendus sur l'Eldorado aux confins de l'univers. Avec un technicien de la gare, elle va évoquer son passé, ses recherches, ses découvertes et sa détermination à rejoindre les siens. Arrivera-t-elle à le convaincre et à rejoindre les siens? Nous faisons ensuite la rencontre de Jang-ha et Boyeon, un couple agité par le poids physique des sentiments et leur commercialisation. Nous allons aussi faire la rencontre de Jimin et son mari Juno, des futurs parents qui vont devoir déjouer un bug dans le Mind, la bibliothèque qui stocke les souvenirs et les schémas comportementaux des défunts, pour parler à Kim Eun-ha, la mère de la future maman perdue. Dans la dernière nouvelle, nous allons chercher les réponses aux questions de Ga-yoon sur sa tante, son héroïne. Alors êtes-vous prêt à embarquer pour tous ces voyages stellaires et obtenir des réponses? Si oui, il ne vous reste plus qu'à acheter ce livre. Une plume fine et douce qui n'hésite pas au travers du prisme de la science-fiction à dénoncer des faits de société. Cette nouvelle tournée vers les étoiles et l'infini qui nous donne de la matière à réfléchir. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu, malgré ma voix enrouée, et vous aura encore donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 18 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!